on le sait, l'Afrique ne pourra véritablement se développer sans champions d'industrie. Pour cela, comme l'ont fait déjà plein de pays, eh bien, il va falloir que l'État accompagne ces champions pour voir l'essor de ces champions d'industrie. Alors aujourd'hui, on en parle avec nos trois invités. Oui, mesdames et messieurs, le thème, on l'a dit, Afrique, la faible subvention des États fragilise l'essor des capitaines d'industrie. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui par Monsieur Bitomo, donc Jean-Marie Bitomo, vous êtes éditorialiste, bienvenue à vous, vous êtes enseignant aussi, chercheur. Merci Aïssatou, ravi de me retrouver à nouveau sur ce plateau pour nous adresser sur notre chère population africaine qui a besoin de nos éclairages quelque part. On continue avec Yannick Fournier, vous êtes ingénieur financier ainsi que écrivain. Merci Aïssatou, merci à tous les téléspectateurs de Vox Africa. Je continue avec Ndjaboum William, vous êtes docteur en économie, professeur affilié, économiste et cofondateur du cabinet d'affaires MDN Partenaires. Merci Aïssatou, merci pour l'invitation. J'en profite aussi pour saluer l'ensemble des téléspectateurs. Merci beaucoup. Donc le thème, je le réitère une dernière fois pour cette première partie, avant la carte blanche que je vous offre, chers invités. Alors, Afrique, la faible subvention des États fragilise l'essor des capitaines d'industrie. Alors, voilà le thème. N'hésitez pas à tout de suite commenter, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, YouTube. Voilà, cette émission, elle est faite pour vous, chers téléspectateurs. Alors, avant, carte blanche, qui va commencer avant de commenter. Alors, on vous donne la possibilité d'aborder un sujet que vous le souhaitez, que je ne connais même pas, mais je vous donne la parole, Yannick Fournier. Merci Aïssatou. Le sujet que je vais aborder, c'est le capitalisme. Donc, pour faire un bref historique sur le siècle, je peux dire sur le dernier siècle glissant, c'est-à-dire les 100 dernières années, on a des idéologies économiques qui se sont affrontées, et les dernières idéologies à s'affronter étaient le communisme et le capitalisme. Mais le communisme a rendu les armes au début des années 90 avec le fondement de l'URSS, de l'Union soviétique. Et ce qui a prospéré, c'est le capital. Et nous, en Afrique, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a eu ces affrontements. Nous étions dans les effets de bord, c'est-à-dire des victimes collatéraux de ces affrontements. Mais sauf qu'à l'issue, on ne s'est pas recentré sur nous-mêmes pour se dire pourquoi est-ce qu'ils combattaient, quels étaient les enjeux, pourquoi le vainqueur a vaincu, pourquoi le perdant a perdu, afin d'ancrer dans le monde, afin d'ancrer dans la dynamique économique mondiale. Et comme conséquence, c'est que l'Afrique aujourd'hui ne pèse pas grand-chose dans le marché mondial, à peine 2% des échanges commerciaux, à peine 1% des flux financiers. Donc on n'est pas représenté à l'échelle du capital mondial. Donc mon sujet, c'est qu'il faudrait que les Africains se penchent sur la question pour comprendre comment ça se passe véritablement dans le capitalisme, c'est quoi les instruments du capitalisme, comment les Asiatiques qui l'ont approprié, comment ils l'ont fait et comment ils s'en sont servis pour se développer aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut voir les pays ex-URSS comme l'Ouzbékistan, comme et ailleurs, et en Asie, comme la Malaisie, comme plein d'autres pays, qui aujourd'hui sont des grands mastodontes industriels grâce au capital. Donc, comment l'Afrique est passée à côté de ces mutations? Mon sujet, c'est de dire aux Africains de se poser la question et de savoir comment ça s'est passé et de ne pas forcément copier, mais s'approprier les instruments du capitalisme pour avoir un capitalisme africain. Et vous pensez que c'est possible? En tout cas, il est temps. Qui souhaite réagir? Je vais me permettre, parce que c'est un sujet qui me tient aussi à cœur, la question du capitalisme. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce qui est décrit, on a le sentiment que les Africains sont finalement les figurants dans ce film. Mais ce n'est pas le cas. Pensée économique. Non, je pense pas. Je pense que statistiquement, 2%, c'est marginal. Historiquement, on n'est pas figurant. Historiquement, je pense que la naissance du capitalisme s'est même appuyée sur, malheureusement, une tragédie africaine. Le capitalisme, je ne pense pas qu'on puisse déconnecter cette notion, le capital, de la notion de race. La manière d'accumuler du capital, ça a amené une forme de déification des individus. Et cette forme de déification des individus, elle s'est effectuée en masse avec l'esclavage. C'est l'esclavage qui permet notamment l'accumulation du capital, c'est l'esclavage qui permet le développement du capitalisme européen tel qu'on le connaît. Et c'est cette notion de considérer qu'on peut avoir une forme de prédation sur l'ensemble de la nature, puis sur l'être humain, sur l'ensemble de la nature et sur l'être humain. Donc, quelque part, c'est peut-être aussi ce qui explique ce rapport particulier
que peut avoir une partie historiquement de la population africaine sur cette approche du capital, cette approche de l'économie. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à résumer l'économie parfois au capitalisme comme système de fonctionnement, comme si c'était celui qui avait toujours prévalu et celui qui doit prévaloir. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut, nous, notre responsabilité, c'est d'aller interroger justement ces systèmes, d'aller plus loin que le capitalisme. Donc selon vous, il y a une alternative ? Selon moi, on doit créer cette alternative, s'appuyer justement sur une forme de décolonisation des imaginaires sociaux, sur appréhender finalement l'économie différemment pour envisager des pistes différentes. Sans ça, on sera cantonné à un effet de calque. On va continuer à calquer un mode de développement, un mode de fonctionnement, sans chercher une forme d'émancipation profonde qui permettrait de reconnecter finalement l'ensemble des systèmes. Un mode de développement non adapté aux pays africains, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, c'est un mode de développement non adapté et surtout un mode de développement qui devrait être connecté avec les réalités. Et quand je parle de mode de développement, je parle aussi bien d'urbanisme, de pratiques, d'ensemble d'habitudes, de croyances, de valeurs. L'idée, c'est d'être en mesure de connecter la pratique économique avec l'ensemble des pratiques socio-économiques et culturelles même du pays. Parce que c'est vrai que souvent, quand on aborde l'économie, on l'aborde comme une science un peu aérienne, déconnectée de l'ensemble des réalités de la société et qui faille finalement exclure un peu, marginaliser, insulariser au profit de ceux qui seraient les sachants et qui pourraient justement en bénéficier à leur bon vouloir. Et de ceux qui dominent. Et de ceux qui dominent, parce que, exactement. Encore une fois, comme il a dit, c'est 2%. Oui, justement, en fait, il va plus loin dans ce qu'il dit. En fait, il essaie d'encliner en détail dans ce que j'ai résumé en 2 mots. Donc, lorsque je parle de capitalisme africain, c'est un capitalisme qui prend en compte les réalités africaines, nos aspirations, nos moyens, nos ressources. Donc, le capitalisme n'est pas quelque chose qu'il faut transposer parce qu'aujourd'hui, on a un capitalisme occidental qui n'est pas le capitalisme chinois. Les Chinois ont les leurs qui font avec leur tradition. Pareil pour les Japonais, avec leur tradition. Moi, ce que j'entends, c'est de repenser même l'appellation du capital. Moi, je crois au pouvoir des mots. Ça veut dire que la sémantique, c'est une discipline à part entière. Et ce pouvoir des mots, parler de capitalisme africain et parler à côté d'émancipation, pour moi, c'est presque antinomique. Il y a une forme de... C'est le capital qui donne les moyens de l'émancipation. Parce que tant que vous allez utiliser l'iPhone fabriqué par, je sais qui, aux Américains, tout ça, vous n'aurez jamais les moyens de votre émancipation. Vous n'aurez jamais les armes, vous n'aurez jamais la technologie, vous n'aurez jamais pas mal d'outils qui vous permettent de vous émanciper. Donc, c'est en s'appropriant le capitalisme qu'on le façonne à notre manière, à la manière à laquelle il nous permettrait d'être le plus fort possible. Moi, ma conviction, c'est que l'émancipation va au-delà de la vision qu'on peut avoir du capital. Je ne suis pas sûr que le capital soit la voie de l'émancipation des populations africaines. Le capital donne les moyens de s'émanciper. Quelle que soit votre volonté, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pourrez rien faire. Et les moyens passent par l'accumulation du capital parce que là, vous parlez d'émancipation, c'est-à-dire que les moyens passe par une forme de prédation. Le capitalisme, c'est de la prédation. C'est de la prédation sur les individus, c'est de la prédation sur l'environnement. Ça, ce sont les dérives du capital. Or, lorsque vous voulez vous approprier une science, vous n'êtes pas obligé de vous approprier ces dérives. Le même médicament qui soigne, ça peut tuer. Donc, vous n'allez pas dire je refuse un médicament parce que ça peut tuer. Pour le coup, c'est quoi votre définition du capitalisme? Parce que je pense que c'est le point de départ. Ce sont les instruments de création de la richesse. Maintenant, quant à l'aspect moral, c'est comment est-ce qu'on le façonne. Le capitaliste chinois n'a pas le même comportement. Le capitalisme chinois, il est un mélange du communisme et du capital. C'est un capitalisme un peu plus redistributif. Mais le fondement du capitalisme, parce que là, on passe du capital au capitalisme, et je pense que la question qui était posée, c'était les fondements du capitalisme. Le capitalisme, c'est un système économique qui va s'appuyer sur l'accumulation du capital comme vecteur de création de richesse et comme vecteur de développement. À partir du moment où on considère que c'est l'accumulation du capital qui permet la création de richesse et qui permet le développement, là, ce n'est pas neutre. En fait, cette définition-là, ça, c'est de la définition traditionnelle des années 1900, 18e, 19e siècle. Pour le coup, elle est quoi? Elle est obsolète? Elle est obsolète. Pourquoi elle est obsolète? Parce que les marchés financiers ont permis de démocratiser le capital. Aujourd'hui, lorsque je suis propriétaire d'entreprise, j'ai 20%. Donc, 80%, ça appartient aux autres.
Donc, Mais les on marchés s'appuie sur financiers ont l'accumulation dilué. du capital. C'est l'accumulation du Non, capital c'est qui continue de partagé. créer la richesse. La semaine, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, Elon Musk a organisé un vote pour le permettre de se servir des dividendes. Il y a eu près de 5 millions de votants. Donc, dans son entreprise, il y a plus de 5 millions d'actionnaires. Donc, Mais le ça, c'est capital... l'organisationnel, Yannick. Ce que moi, C'est je ça, peux le vous dire capital, là-dessus. oui, Non, tu ne moderne. peux pas nous dire que le capital, c'est-à-dire la définition que toi, tu veux nous donner. On te dit que le capitalisme, si tu veux, c'est un système qui est construit et qui est lié à la prédation. Comment Ça, dirais-je, c'est à la les dérives du dévalorisation. XVIIIe siècle. Ce Aujourd'hui, on ne n'est sont plus pas dans les ça. histoires du XVIIIe siècle. Je veux te dire une chose, c'est que là-dessus, on te parle de le fonctionnement du système. Et toi, tout à Le l'heure, but là, n'est vous avez pas dit tout à l'heure, attendez Yannick, vous avez dit tout à l'heure la chose suivante, c'est que comme nous avons 2%, donc ça veut dire que l'Afrique est à côté, si tu Elle est voulez, de la... figurante, c'est Voilà, elle est dans le figurante. flux. Attendez, c'est pour ça mais que en tant que 2%, oui, moi, elle est je figurante. viens vous reprendre dans ce que vous dites. Oui. C'est-à-dire, vous êtes quoi? Vous êtes dans la comptabilité nationale qui n'a rien à voir avec la théorie du système capitaliste. Je vous renvoie à François Quesnay, d'accord? Qui a créé les bases de la comptabilité nationale en France. C'est ce que vous êtes en train de C'était en faire. quelle année? Alors que dans les années 1860. Oui, je te dis, c'est obsolète, en Non, fait. non, attendez. Mais l'histoire... Vous n'êtes pas très contradictoire, c'est-à-dire que lui... L'histoire a une chose, ce que vous ne comprenez pas. Quand vous me dites que si vous voulez céder à la contradiction, moi, je veux partir pour vous dire tout simplement qu'on parle du fonctionnement du système. Quand on parle d'économie, l'économie, c'est-à-dire ça... C'est un fourre-tout. Hein. C'est-à-dire, quand on vous parle de la comptabilité vient de l'économie, on vous parle du marketing, tout ça, c'est lié à l'économie. Pour être bref. Donc, à partir de là, quand vous me dites, vous êtes, comment on dirait, dans l'accumulation du capital dont il est en train de parler, William, ça, à c'est savoir pas le que capitalisme quand moderne. vous dites, le capitalisme moderne, c'est lequel? Donnez-nous-en la définition. C'est ce qu'il a différente. donné. C'est ce Non, mais capital non, où je on pense a que le- 5 millions de personnes qui Excusez-moi, possèdent mais le je Pour pense vous, il n'y a capitalisme. qu'un seul capitalisme? Non, pour moi, le Non. point de départ... non, Mais qu'est-ce qui fait allons-y. que vous ne pouvez pas accepter sa Non, définition du allons-y. capitalisme? Je pense que le point Non, de parce que- départ, pour être en mesure d'avoir un débat serein, éclairé et constructif, c'est d'aller aux définitions. C'est-à-dire D'accord. s'appuyer sur les définitions. Les définitions, c'est les fondamentaux qui vont nous permettre de... Tout à fait. Et l'historicité d'échanger. et l'évolution. Attendez, Parce que lorsque je vais c'était y du arriver. 19e siècle, ce n'est Attendez, plus, mais les définitions, c'est On est la d'accord. base qui nous permet d'échanger. Mais les Donc, dans définitions peuvent évoluer aussi. dans Mais on cette- vous écoute. Dans cette définition, si on prend le point de départ que le capitalisme est un système qui a certes évolué, c'est un système qui s'appuie sur l'accumulation du capital. Dans la définition que vous m'avez C'est cette donnée, partie-là qui n'est plus très vraie parce que de nos jours, on a beaucoup de mécanismes de redistribution. Non. L'intéressement, les bonus, Attendez, participation. attendez. là, sur ce point-là, Attends, l'intéressement... William, je veux lui Je répondre termine sur juste un ça et point. après je vous laisse Après. la parole, mon cher aîné. Ouais. Sur ce point-là, encore une fois, il faut distinguer la cause des conséquences, Voilà. le centre de C'est la ça le plus périphérie important. et les causes des effets tout simplement. Le fait qu'il y a un mode d'organisation qui permette à l'accumulation du capital de transférer du capital ou d'être redistribué, ça n'enlève en rien le fait raison que ce même du système-là s'appuie sur l'accumulation du capital. À partir du moment où vous me parlez de dividendes au sein d'une entreprise, on est sur de l'accumulation du capital. Ouais, tout à On a des propriétaires de capitaux. Là, sous forme, c'est des valeurs mobilières, des actions, si vous préférez. On a des détenteurs d'actions qui disposent de capital, qui vont jouir de l'usufruit, notamment des dividendes, Bien sûr. et qui vont les redistribuer comme bon leur semble. Mais le capitalisme, selon système moi, en et lui-même. c'est même pas selon moi, hein, c'est C'est la définition. c'est une définition première, économique L'accumulation qui effectivement de s'appuie sur capital. l'accumulation du capital. Lorsque la différence, elle est laquelle? Mhm. Celle que je vais clarifier là, c'est qu'au 18e, 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, il n'y avait pas de marché financier développé. Donc, lorsqu'on disait Monsieur Ford, je crois que c'est Harrison Ford, le propriétaire de Ford, Henry Ford, Mhm. c'était vraiment son entreprise à lui, familiale et tout. Il Or, avait 100% 100% des actions. Il partageait avec On est personne. d'accord. Les Il ne partageait bénéfices, pas. c'était Ça pour ne lui. change Pour lui, absolument Ça change rien. au Oh, fond. de nos jours, un patron d'entreprise, il a 20%, 80% pour les autres, et ils sont des milliers grâce à la financiarisation de l'économie, au développement des technologies. Donc, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les VC. Donc, aujourd'hui, le capital n'est plus cet instrument d'individualisation du patrimoine, mais il est partagé. Est-ce que vous pouvez Partage- comprendre qu'il y a eu une Ah, évolution en jamais. tout cas? Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a eu une évolution si on s'arrête sur ça? Ça n'a strictement rien On peut à comprendre voir. qu'il y a eu une On peut évolution quand même. comprendre qu'il y a C'est-à-dire une que- évolution. Bien sûr, avec les marchés financiers maintenant
C'est une accélération, en fait. C'est une accélération. On va parler des marchés. Ça ne change pas les principes. Attendez, on va parler des... Ça ne change pas les principes. On va parler des marchés financiers comme on peut parler de l'ensemble de la technologie qui accompagne les marchés financiers. C'est des accélérateurs, c'est des moyens de télécommunication qui ont évolué et qui permettent au capitalisme d'évoluer aussi et de se muter, mais ça n'en change pas la nature du capital. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Le point de bascule, c'est le côté individualisme au collectif. Parce qu'avec ce qu'on appelle par exemple le crowdfunding, où c'est crowd, c'est-à-dire des milliers de personnes qui se mettent autour d'un projet, ça fait que le capital n'est plus ce capital du 19e siècle où c'était vraiment la chose de quelqu'un et de sa famille. Mais ce n'est pas la chose de quelqu'un. Vous prenez le mauvais exemple. Moi, je veux partir avec vous, c'est-à-dire de la... Est-ce que je peux prendre on va lui laisser la parole. Je voudrais revenir à... c'est la tontine. Hein. Attends. On peut continuer, mais c'est la tontine. Je veux répondre à Yannick. Quand Yannick nous prend, j'ai compris toutes les définitions du capitalisme que William pose sur la table. Et je suis d'accord avec lui parce que... Que William pose ainsi que... Attendez. Que Yannick. Oui, que Yannick pose. Donc, Yannick, il a l'impression, c'est-à-dire, il vous prend les principes organisationnels des systèmes qui confond avec les fondements du système. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc, quand il est en train de nous dire que le capitalisme est en Chine, il est différent parce que il y a un volet capitaliste et un volet communiste. Mais ça ne change pas le fondement. Mais est-ce que l'organisation ne peut pas avoir un impact sur les fondements? Non, les fondements, non. L'organisation, si vous voulez... En tout cas, la matérialisation a un impact L'organisation, si vous voulez, prend des voies différentes. Oui. Comme quand on crée une technologie, avec des résultats vous avez le noyau technologique. Avec des résultats différents. Avec des résultats différents, mais ça ne change pas les principes du système. Laissez-moi aller jusqu'au bout, puisqu'il nous a pris l'exemple de la Chine. N'empêche que les Chinois travaillent combien d'heures par semaine? Vous pouvez me le dire? Voilà, il me dit alors que ce sont des détails, alors que c'est le fond, l'exploitation de l'individu par le système capitaliste que William vient de poser. Lui il nous renie le fondement pour aller s'asseoir et nous dire que quand on prend le développement économique de la Chine, c'est-à-dire marie les deux, à savoir que les principes politiques, j'ai fait cette distinction-là sur notre précédente émission, je crois que vous vous souvenez. Les principes politiques et les principes économiques qui, à un certain moment, doivent se rencontrer quelque part. Donc, dès l'instant que vous avez ce principe-là, ce n'est pas parce que le système politique est un système communiste que ça voudrait dire que le capitalisme qui est pratiqué est un capitalisme différent, parce que ça contribue toujours à soustraire la force de travail de l'individu, si je parle en marxisme, à l'exploitation de l'individu. C'est exactement la même chose. Donc, à partir de là, quand les mots vous choquent, mais ce ne sont pas les mots qui doivent vous choquer, c'est l'histoire du système qui doit vous choquer. Parce que les gens, vous êtes toujours choqués par quoi? Par des mots. On ne doit pas être choqué par les mots. On doit être choqué par les faits historiques qui écrivent, comment dirais-je, une dynamique historique. C'est quoi la frontière? Est-ce que je peux trouver un concept qui va permettre de rendre ça aussi encore plus limpide? Mais je suis d'accord aussi. C'est comme si on parlait du salariat. Le salariat, qu'est-ce que c'est? Le salariat a évolué. Il me semble que initialement le terme salaire, ça vient de la rétribution des officiers romains, des officiers romains qu'on payait avec du sel, et donc le terme salaire est arrivé de là. Oui, certes, mais le salariat a évolué. On fait même du télétravail, on travaille à distance, les rapports salariales avec les différents modes contractuels. Le salaire s'est adapté au monde moderne. Exactement. Le salariat s'est adapté. Mais le salariat ne change pas. C'est un rapport où on va avoir une personne qui va mettre à disposition sa force de travail en contrepartie d'un salaire. Là où la lecture va être différente, selon les tonalités économiques, c'est de se dire que les personnes qui mettent à disposition leur force de travail sont plus ou moins exploitées par rapport à la richesse qui est créée. Un marxiste va vous dire, je mets à disposition, enfin la personne qui met à disposition sa force de travail est exploitée. Pourquoi? Parce que c'est cette personne-là qui crée la richesse et la personne qui crée la valeur et la personne qui détient les moyens de production, qui détient donc le capital dont on parlait tout à l'heure, c'est la personne qui va donc exploiter et donc le bourgeois. Donc finalement, sur le salariat, on est d'accord qu'on reste sur le même principe. Non, justement, la redistribution, c'est ça. Il y a deux choses qui font la différence fondamentale. Il y a la constitution du capital qui est aujourd'hui atomisée. Il y a la redistribution de la richesse créée.
Donc, aujourd'hui, dans le nouveau capitalisme, il y a des mécanismes de condition du capital. Dans le capitalisme, à son départ, il y a la notion d'atomisation. Yannick, que je t'arrête là-dessus, parce que quand tu parles du capitalisme, d'accord, l'un des principes du fonctionnement du marché, c'est l'atomicité. D'accord. Donc, de l'offre et de la demande, c'est pas, voilà. c'est pas du capital. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que ça a évolué, que c'est... Non. C'est un des principes fondamentaux. Le principe fondamental. Il était seul. D'accord. Le principe fondamental. Vous dites qu'il était seul. Allez-y revoir. Comment on dirait... William peut m'en parler. On vous dit qu'il était seul. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un qui donne son nom à sa marque, ça veut dire qu'il est seul. Allez-y voir la constitution de Ford. Moi aussi, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'est mon métier. Donc, je veux te dire que vous le voyez de l'extérieur. Vous êtes, comment dire, je veux vous dire que, allez-y regarder, la constitution du capital, c'est-à-dire de Ford, de Consané. Il était très concentré. Très concentré. Mais vous avez il a été dilué pour vous, en tout cas. Individu là tout à l'heure. Donc, vous voyez, nous évoluons. Moi, en fait, je vous ai parlé d'atomicité. L'objet de ma remarque, c'était de rappeler que finalement, le capitalisme est inhérent avec la notion de race, parce que le capitalisme s'est appuyé sur la prédation et l'exploitation des individus. Et la vision de ce qui a permis de développer le capitalisme tel qu'on le connaît, ça a été notamment la déification, la considération de l'être humain comme une chose, comme un animal, des populations autochtones africaines à l'époque qui ont été déportées comme des marchandises et qui ont utilisé des outils et des moyens de production. En effet, cela a changé et c'est la raison pour laquelle il convient d'envisager autre chose, parce que cela a changé, mais ça reste un héritage. Et je pense qu'on ne peut pas balayer cet héritage en disant que oui, tout a changé, et en évitant de s'intéresser aux causes profondes. Et je pense que, encore une fois, capitalisme et race, c'est deux éléments qui ne peuvent pas être dissociés. C'est ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'il y a un capitalisme par race. En fait, chaque race ou chaque société crée son propre capitalisme. Donc, je conviens avec vous qu'il y a... On peut lier ces deux sujets-là. Parce que ce dont le Chinois a besoin, ce n'est pas les mêmes choses. Attention, par race, j'entends l'utilisation politique du terme race. Et c'est intéressant de le rappeler. C'est l'appellation politique du terme race, en rien biologique, etc. On est d'accord. C'est ça que je parle d'un capitalisme africain, parce que justement, l'Africain, en fonction de ses besoins, de ses idéologies, doit avoir façonné son propre capital. Donc, il n'est pas question de transposer, mais de s'approprier le concept, s'approprier les outils pour avoir son propre capitalisme. Donc, on est d'accord sur le principe de race. C'est une possibilité. Bon. On est presque d'accord, mais on ne tombera pas d'accord. On est presque d'accord, parce que je pense qu'il faut aller plus loin que le concept de capitalisme. Il faut mettre de côté ce concept de capitalisme, ne pas essayer de l'amender, mais le mettre de côté. Il faut le renverser et créer une autre approche, comme d'autres ont existé avant l'émergence du capital. Parce que aujourd'hui, quand on parle du système capitaliste, moi, j'arrive pas à comprendre que les gens raisonnent sur ce système-là comme si ça avait été le seul système qui a existé dans ce monde. Il a existé la féodalité. La féodalité a évolué. C'est-à-dire que Yannick veut croire que, bon, moi, je reste sur place. Je le suis, comment dirais-je, dans ces évolutions, les évolutions. En tout cas, on attend vos propositions de modèles. On attend vos propositions de modèles parce que c'est bien. Parce que ça ne fait pas partie de l'Africain. Tant que tel ne croyez pas que ce soit quelque chose qui soit évident. Restons dans le concret. On attend. On reviendra dans une prochaine émission avec des modèles concrets, des alternatives au capitalisme. Allez, mesdames et messieurs, on va faire une courte pause. On revient dans un instant pour continuer le débat concernant les champions d'industrie en Afrique. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de Vox Live, cette émission qui traite de l'actualité africaine. Nous sommes entourés de 3 personnalités, donc bien reconnues. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser bien sûr à l'industrie, comment développer l'industrie du continent africain, comment faire en sorte que l'industrie participe au développement du continent africain. On en parle et on sait que cela va passer par l'essor des capitaines d'industrie et forcément, il faut une intervention de nos États en principe. En tout cas, vous allez nous le dire, vous êtes économiste ici sur le plateau de Vox Live. Alors, on va commencer positivement, donc c'est important. Donc on sait aujourd'hui que l'État intervient, en tout cas l'essor des champions d'industrie en Afrique est fragilisé parce qu'on a de faibles subventions, contrairement à d'autres pays, notamment les États-Unis qu'on peut citer ici. Mais on va commencer positivement. Donc est-ce que vous êtes capable, ici, sur le plateau de Vox Lab, de citer devant nos téléspectateurs donc, ces champions dont on peut être fier sur le continent africain? On va commencer par qui?
Moi, le premier Vous que êtes toujours désigné. je veux bien. Bon, on peut commencer si vous voulez. On ne va pas rentrer dans les pays en tant que tels. Moi, il y a une actualité, c'est-à-dire qui m'interpelle énormément par rapport à nos comportements en Afrique. Je citerai Dangote parce que Dangote, c'est quelqu'un qui a une vision qui va au-delà de son pays. D'après ce que j'ai suivi de son parcours récemment, il a une vision qui va au-delà de son pays. Et quand je suis en train de voir la manière dont il est traité, c'est-à-dire chez lui, il y aura encore des forces exogènes, je me dirais que bon, à la limite, comme je le dis souvent, bon, on nous met les bâtons dans les roues. Bien sûr, on va en parler dans un instant. Par contre, Oui. là, je suis vraiment sur ce tour de table où on va Oui. citer un peu ces Donc, champions. je vous dis que Donc, pour Aliko moi- Dangote, qu'est-ce qu'il Dangote. fait? Parce que peut-être les spectateurs souhaitent en savoir plus le Dangote. concerné. Donc, il est fondateur et président du Dangote Group, donc un conglomérat multinational basé au Nigeria avec des intérêts dans divers, bien sûr, secteurs d'activité tels que le ciment, bien sûr, le oui, ciment, il a le commencé ciment, par le ciment, le pétrole. exactement, le sucre, le sel, les pâtes alimentaires et plus récemment le raffinage du pétrole. de pétrole. Et donc, D'accord. c'est ça qui, aujourd'hui, Donc, si c'est fait faux, énormément de bruit. D'accord, ça fait énormément de bruit, tout simplement. Pourquoi? Parce que Dangote, c'est quelqu'un qui a une vision. Il a une vision, c'est-à-dire de pouvoir libéraliser l'Afrique. Donc, il Exactement. est parti dans plusieurs secteurs. Et chaque fois qu'il vient, il va voir les pays africains. Vu qu'il a le capital nécessaire, il a les capitaux nécessaires pour pouvoir investir, il veut, comment dirais-je, industrialiser l'Afrique, comme on le dit. Exactement. Notre industrialisation dépend de quoi? Ça dépend de la transformation de nos matières premières. Donc, on fait Dangote. Dangote construit, comment dirais-je, une des plus grandes raffineries d'Afrique. Et on va en parler dans un instant. Donc, il faut dire que Dangote voilà. est souvent cité Donc, comme il l'homme était dans le le plus riche Soudan. d'Afrique. On va revenir. D'accord. Donc, y a-t-il d'autres, champions d'Afrique qu'on peut citer ici sur le plateau? Moi, ce que j'aimerais mettre en évidence, excusez-moi, je vais prendre un peu la question qui moi Allez-y. m'intéresse, mais ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est les initiatives qui existent déjà, Bien sûr. les initiatives dans la volonté de beaucoup de pays africains finalement de s'industrialiser. Après, on pourra discuter de la manière, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant, mais on a des pays comme le Togo qui mettent en place un certain nombre d'initiatives pour s'industrialiser. On a des pays, encore une fois, comme au sein de la CEMAC, on a le Gabon qui tout récemment commence à mettre en place un certain nombre d'initiatives pour s'industrialiser. Quand je parle d'initiatives, c'est notamment la mise en place de zones franches pour attirer l'ensemble des investissements, pour être en mesure de transformer l'ensemble des matières premières qui sont produites sur le territoire, parce que l'ambition, c'est de faire intégrer finalement l'ensemble des pays africains aux chaînes de valeur mondiale. Bien sûr, de créer un environnement Propice. à l'essor de champions d'Afrique. Donc, on en a. Et c'est important de le dire. C'est pour ça qu'on a une tribune aujourd'hui sur le plateau de Vox Live où on permet de dire à l'Afrique, oui, nous avons des champions d'industrie sur le continent africain. Et c'est bien de les citer, c'est bien qu'on le sache. On ne démarre pas de zéro, bien au contraire, on a. Mais on est venu ici sur le plateau pour dire qu'on peut faire mieux. Et ça, c'est très important. Donc, on a effectivement Patrick, on peut dire Patrick Motsepe d'Afrique du Sud. C'est important aussi de le dire, qui a vraiment excellé. Donc, c'est un mania minier sud-africain. Donc, il est fondateur d'Africa Rainbow Miners, une société diversifiée opérant dans les secteurs de l'or, des minéraux, des métaux ferro, des métaux de base et pas que. On a Naguib Sayoris de l'Égypte. On a aussi Isabelle Dos Santos oui. de l'Angola. Oui. Du coup, en Afrique, en fait, il est important de distinguer deux choses. Le capital, en fait, deux choses déjà, l'industrie manufacturière et par exemple de l'industrie financière. Parce que Tomé Lomelo, il n'est pas cet industriel manufacturier, mais c'est également sa banque aujourd'hui, vu la taille, vu le volume et tout, c'est carrément comme une industrie. Bien sûr. L'industrie de la finance. Bien sûr, bien sûr. Et il y a ça, et il y a également l'approche. Donc en Afrique, il y a certes Dangote, qui est un peu comme un arbre, en fait, qui sort un peu du lot dans son environnement, sur le plan individuel. Par contre, à côté, tu as le Maroc. Le Maroc a une autre approche de l'industrialisation qui est beaucoup plus basée sur l'insertion dans les chaînes de valeur internationales. Donc, ils ont créé le cadre pour que beaucoup d'entreprises délocalisent au Maroc et progressivement, les Marocains créent leurs propres produits pour s'insérer dans les chaînes de valeur. Donc, aujourd'hui, Peugeot, Renault qui sont installés au Maroc achètent déjà des composantes aux industriels locaux. Et bon, je crois que vous avez dit qu'on va revenir sur Dangote parce que j'allais à Oui, on va revenir. Si vous pouvez enclencher. Bon, juste un mot, c'est qu'aujourd'hui, le problème que connaît Dangote au Nigeria, c'est le problème
de l'atomicité du capital. Parce que lorsqu'il arrive avec sa raffinerie, il prive beaucoup de personnes qui étaient dans la chaîne de valeur d'importation du pétrole et qui, du jour au lendemain, se retrouvent coupés du business. D'accord. Donc, pour le coup, je vais vous couper la parole et je vais donner D'accord. la parole à monsieur Jean-Marie Bitomo qui va nous expliquer ce qui se passe avec Aliko Dangote qui aujourd'hui pousse des coups de gueule. Je me permets de le dire vraiment, un coup de gueule concernant sa situation aujourd'hui. Donc, il faut le dire qu'au niveau de son investissement pour la raffinerie, on parle de 20 milliards de dollars. Donc, son objectif, il était clair, c'est de pouvoir tout simplement apporter l'énergie nécessaire, en tout cas l'énergie fossile nécessaire à toute l'Afrique de l'Ouest. C'était son objectif premier. Dans ce que je veux vous dire, je vous ai parlé de Dangote là tout à l'heure, bon, c'est vraiment un crève-cœur pour moi, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on ne se rend pas compte des dynamiques, c'est-à-dire on est toujours à côté, de temps en temps, des dynamiques mondiales. Dangote, j'ai commencé à en parler là tout à l'heure, voilà quelqu'un qui se dit, bon, dans les temps à venir, l'Afrique, c'est-à-dire c'est le continent, c'est-à-dire qui sera en plein boom. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Il met une stratégie en place. Premièrement, il met en place des usines pour le ciment matière première pour construire des immeubles, des bâtiments, tout ce que vous voulez. Il réfléchit, se dit, bon, tiens, parce que quand on parle, comment dire, de l'économie, ça m'amuse des fois. Bon, on a un financier en face et ils sont toujours dans la finance et tout, et ça m'amuse assez souvent. L'économie, c'est quoi? La définition de l'économie, c'est l'énergie. Sans énergie, l'économie n'existe pas. Parce que c'est l'économie qui contribue à la transformation de n'importe quel produit de la nature, c'est-à-dire pour en faire un produit semi-industrialisé, tout ce que vous voulez. Donc Dangote a compris ça. Donc il se dit, nous le vivons tous, nous sommes tous des Africains. Ici, là, ce sont c'est-à-dire des problématiques que nous vivons en Afrique. Il se dit, bon, ok, comment se fait-il que dans aucun pays en Afrique, c'est-à-dire qui est producteur de pétrole, ne raffine son pétrole? On a des raffineries qu'on nous a posées comme ça, mais qui ne font pas leur travail en tant que tel. Moi, j'ai un exemple chez nous au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? La raffinerie qui avait été construite, comment dirais-je, par la France, c'était une raffinerie qui ne pouvait pas, comment dirais-je, travailler sur le bout de Cameroun en tant que tel. Comment se fait? Est-ce un hasard? Quand je parle souvent, c'est-à-dire moi je dis, j'appelle l'histoire, je n'invente pas les faits. Donc comment se fait-il que vous venez? C'est pour que construire une raffinerie qui doit raffiner le pétrole camerounais. Et vous allez me dire que, oui, vous venez nous mettre une usine en place et vous nous dites après que non, 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 vous voyez, l'usine qu'on a mise en place ne traite pas le type de pétrole qui est extrait dans le sous-sol camerounais. Mais c'est quand même assez ahurissant. Je sais pas, ça porte à sourire, à rigoler. Vous avez des experts qui ont travaillé là-dessus. Donc Dangote a fait ce constat-là pour l'industrialisation de l'Afrique. Maintenant, il se dit qu'il faut que je mette sur pied cette industrie-là qui est nécessaire, c'est l'énergie. Qui est voire indispensable. Indispensable, comment dirais-je, pour l'industrialisation. Aucun pays au monde ne peut s'industrialiser si vous n'avez pas l'énergie. Donc, il va là-dessus, il se pose là-dessus. Sauf que, quelque chose dont il a commencé à aborder, là, tout à l'heure, là, Yannick, selon les dynamiques internationales. Dans ces dynamiques internationales, là, on va poser le mot sur la table, la mafia internationale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient couper le pied à des gains qui sont des gains exogènes qui ne servent pas au principe endogène africain. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a construit un outil de production comme celui-là, qui doit porter l'Afrique. Vous dites l'Afrique de l'Ouest seulement, ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, c'est toute l'Afrique globalement. Donc, à partir de là, quand vous vous retrouvez avec une problématique comme ça qui est posée sur la table, où vous avez quelqu'un qui est un capitaine d'industrie, qui pense très très loin, c'est-à-dire la dimension de ce que doit être l'économie africaine, quelles sont les transformations nécessaires, quels sont les outils nécessaires à mettre en place pour rendre ces on ne remet pas en transformations cause ces velléités. On s'est d'accord que c'était un projet noble. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Afrique ne se rend pas compte que pour développer un pays, même si on est dans le système capitaliste, on parle de ça aux gens, il faut d'abord, premièrement, la notion de protectionnisme en économie que les gens ne connaissent pas. Quand vous avez des économies comme les nôtres, on nous pose au capitalisme sur la table, on nous dit que oui, il faut se développer à tout vent et tout ce qui s'ensuit. La première notion économique, ce ne sont pas les Africains qui l'ont inventé, le protectionnisme, quand vous avez une économie qui est en phase d'industrialisation et de développement, de manière à dégager des marges de manœuvre
pour les entreprises locales, les champions locaux que vous voulez former. C'est sur ça que vous voulez que nous discutions à ça. Vous allez former ces champions-là comment? Si vous les mettez à tout vent, exposés à la concurrence internationale dans la mesure où ils ne maîtrisent pas encore toutes les technologies nécessaires pour pouvoir faire face à la concurrence internationale. C'est exactement ça. Je me permets d'abonder dans ce sens-là pour remettre un peu de perspective. En effet, ce qui est intéressant justement, c'est on nous a souvent fait laisser croire que finalement l'ensemble du commerce international était un jeu à somme positive. C'était un jeu gagnant-gagnant. Alors que c'est un jeu à somme nulle. Ce que certains gagnent, c'est ce que d'autres perdent. Et à partir de là, ça permet d'avoir une perspective un peu plus éclairée sur l'ensemble de ce qui se passe. Et dans cette dimension-là, ce qui se passe, c'est qu'on a la volonté, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, de certains acteurs privés, à l'image d'Aliko Dangote, et de certains gouvernements, d'agir en faveur de l'intégration, on l'a dit, aux chaînes de valeur mondiale, parce que la nécessité, c'est d'aller s'approprier l'ensemble de la création de valeur dont les matériaux, les matières premières, dont proviennent les matières premières. Donc, parce qu'on s'est rendu compte depuis un certain nombre d'années que c'était inconcevable d'identifier qu'on dispose de cacao, admettons, et qu'on va acheter du chocolat à des prix exorbitants parce qu'il aurait été transformé en Occident où on aurait ajouté de la valeur à cette matière première-là. Donc l'idée de la transformation, l'idée de l'industrialisation comme levier de développement, c'est une transformation qui est censée aussi appeler, comme il a été dit, un transfert de connaissances, une forme d'éducation. C'est tout un écosystème qui permet le développement et qui permet justement une forme d'émancipation et une forme d'autonomisation, que ce soit énergétique, que ce soit alimentaire ou autre. Et je pense que c'est ce qui est à mettre en évidence, et c'est quelque part aussi, et là je rejoins mon cher aîné, la tragédie de ce qui est en train de se passer. Parce qu'il le dit, l'objectif c'était tout simplement permettre l'autosuffisance en carburant pour l'Afrique. C'était son objectif, il était connu. Il a investi 20 milliards. Bien sûr, 20 milliards de dollars. Et quand je vois ce qu'on lui pose, par exemple, comme raison problématique, sur la table, vous avez pas de licence. Il est en eau trouble, il ne sait pas qui sont ses ennemis. Est-ce qu'ils sont internes? Est-ce qu'ils sont externes? C'est la question vraiment qu'il se pose. Il a les deux. Il y a une notion importante que si vous ne voulez pas intégrer, qu'elle a évolué et vous adapter, vous allez vous retrouver dans la même situation que Dangote. La même chose, l'intention, elle est bonne à la base. Bien sûr. Ok, on va s'autonomiser. C'est plus qu'une intention, c'est-à-dire 20 milliards à l'investissement. Oui, c'est comme ça. Dans tous les pays, en fait, dans le capital, comment ça marche? C'est que lorsque vous faites un projet d'une telle taille, vous prenez en compte les autres, les tiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait fortune et toute leur carrière dans la chaîne de valeur du pétrole. Donc, vous allez les envoyer au chômage du jour au lendemain. Donc, il y a pas mal d'effets de bord liés à votre investissement, y compris même l'aspect environnemental. Donc, il y a plein d'aspects en dehors de vous, malgré votre bonne intention, que vous allez court-circuiter. Vous voulez dire quoi? Qu'il n'a pas mesuré les risques? Non. Comment on les mitige? Il ne les a pas mitigés. Maîtrisés? Mitigés. En fait, lorsqu'on a mesuré le risque, donc de l'impact sur l'écosystème, on prend des mesures. Comment ça se passe ici en Occident? Et c'est ce que Dangote aurait dû faire. C'est que, compte tenu de tous ces paramètres, quand vous avez fini de construire votre industrie, vous faites ce qu'on appelle une IPO. Vous l'introduisez en bourse et vous permettez à tous les acteurs qui sont impactés économiquement de devenir actionnaires. Comme ça, il y a de la richesse partagée. Donc ça, c'est la notion fondamentale du capital que nous devons intégrer. Parce que venir dire à tout le monde, j'ai une bonne intention, c'est bien beau. Mais ne pas les intégrer? Ne pas les intégrer, c'est un problème. On arrive à cela? Oui, puisque déjà l'État nigérian, initialement, je crois qu'il devait avoir un bon pourcentage dans le deal, mais in fine, il s'en sort à la fin de compte avec 12%. Vous nous dites une chose et vous nous dites son contraire après. C'est pas logique. Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que le capitalisme, d'accord? Chaque pays adopte son capitalisme comme il veut. C'est-à-dire par rapport aux dimensions sociétales. Oui. C'est la réalité. Mais maintenant, ne revenez pas alors et nous dire par la suite que non, Dangote n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Il faut qu'il copie la dynamique internationale. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. La règle, elle est suivante, elle est humaine, c'est que lorsque vous avez... Mais cette règle-là, est-ce qu'on est obligé Dangote, l'exemple que vous venez de prendre, moi je vous pose la question, est-ce que Dangote est obligé de procéder comme vous venez de le décrire? Il a suivi les conséquences parce qu'il n'a pas tenu compte de l'environnement.
Non. En gros, le manque d'intégration, le fait De de ne l'environnement, pas avoir maîtrisé son environnement et notamment les risques et les dangers surtout. Le partage du gâteau, Ouais. comme on peut appeler. Ce qui nous évoque notamment, c'est mettre en place un système d'incitation, puisque je pense que c'est ce dont vous parlez. Non, À partir le du partage, moment où je vous pense vous que- incitez, où vous intéressez finalement à un certain nombre de parties prenantes, on considère que vous allez diminuer les risques ou les diversifier ou finalement les limiter. C'est quoi, Moi, c'est ce le que- nouveau capitalisme? Si, qui prend en compte les ESG. En fait, il y a pas mal d'intérêts, Intéresser tout le monde pour, humains, environnementaux qu'il faut prendre en compte. Et je prends un exemple. Vous savez, votre exemple mondialisation, vous voulez Shell, nous Shell amener là. au Nigeria a eu pas mal de procès. Pourquoi? Parce que oui, ils avaient vraiment l'intention d'apporter le pétrole au Nigeria, mais sauf qu'il y avait des déchets pétroliers qui déversaient dans les rivières, ce qui partait polluer des villages, les empêchait de vivre de la pêche, et ils se sont toujours opposés. Donc, tant que vous n'avez pas intégré l'environnement environnemental au sens propre du terme et l'environnement humain, vous vous retrouvez toujours face aux gens. Ça, il faut l'intégrer, c'est la réalité. Vous savez, c'est le discours qu'on nous tient tout le temps en Afrique. Je veux vous le dire, Yannick, et je vais vous prendre des exemples clairs et nets. Vous savez, quand il y a toujours une logique, une dynamique, j'avais commis un article dans lequel je demandais aux économistes comment se fait-il que les économistes occidentaux, quand ils arrivent chez nous, ils nous disent que non, vous ne suivez pas, c'est-à-dire le schéma de progression pour le développement que nous, on a suivi. Dès que l'Afrique va aller là-dessus, on nous sort, Non, comment c'est pas question de dirais-je, ça. des chiffons rouges. Avant chaque que... projet, il y a ce qu'on appelle une étude d'impact. Non, il y a une étude d'impact. Votre étude sur d'impact, là, l'environnement, je te demande, sur les je humains, vais vous sur poser le la marché question et sur tout le suivante. Je monde. vais vous poser la question suivante. Je reviens à ce que je vous dis tout le temps. C'est-à-dire, là, vous êtes en train de me faire les commentaires, d'accord? L'étude d'impact, cette étude d'impact-là, aujourd'hui, les Chinois la refusent, d'accord? Les Chinois ils disent aux pays occidentaux que quand vous vous êtes développés, c'était pas comme ça. Et ça, vous vous rendez même pas compte que ça nous vise, nous, les Africains, en termes de développement. C'est-à-dire, notre dimension de développement est bridée à la base. Et pour le coup, Tout les simplement, conséquences. pourquoi? Parce que ça n'aura pas évité ces conséquences-là. Parce que c'est quand même... Les conséquences, non, moi je parle de notre modèle, les conséquences, c'est-à-dire Mais nous, on parle de Dangote. il a parlé là tout à l'heure, comment dire, c'est un jeu à somme nulle. D'accord? Dans ce jeu à somme nulle-là, si vous me dites que moi, j'ai besoin de me développer, vous qui êtes déjà développé, je veux obéir à vos, comment dirais-je, vos logiques que vous venez me poser sur la table, qui sont contraires à mon développement, je On est n'accepte d'accord. pas. Je suis désolé. Mais la question qu'on pose là, c'est est-ce que finalement, s'il n'avait pas suivi Mais il a pas... certaines il- recommandations, Les bonnes pratiques, certaines- l'étude environnementale, c'est-à-dire les plantes et tout, l'eau et tout, et les humains et le marché. Donc, si vous ne faites pas cette étude environnementale, Je vais vous poser... Bah, vous ne voulez pas me laisser aller le jusqu'au point que bout. je Je veux vais vous souligner, poser c'est une que question j'ai le là-dessus sentiment qui est que c'est simple. vicié. C'est quoi? J'ai le sentiment que c'est vicié Non. parce que C'est vicié. l'ensemble de... parce que Je là, veux vous c'est parler vrai qu'on des est essais de sur... bombes atomiques de l'État sur français, Aliko comment Dangote, mais dirais-je, je pense dans les que îles. il est nécessaire de prendre un Non. peu de hauteur. Là où je dis que c'est vicié, c'est que on nous pose souvent que le préalable aux investissements, c'est la bonne gouvernance, c'est des institutions fiables qui seraient le terreau finalement d'une attractivité et qui permettraient d'assurer la sécurité et la visibilité auprès des investisseurs. Sauf qu'en pratique, finalement, on va avoir des institutions parfois qui sont fragiles dans leur fonctionnement et une gouvernance qui est parfois aléatoire, on va dire ça comme ça, bien sûr. qui montre un certain nombre de limites. Et sauf qu'à partir du moment où vous fonctionnez dans ce type de système, on va vous dire qu'il vous manque tel formulaire, qu'il y a telle pratique qui n'a pas fonctionné, qu'il y a tel élément. Pourtant, l'ensemble de l'institution ne fonctionne pas de manière suffisamment claire et établie Pour se permettre de demander... pour permettre, non pas pour se permettre, mais pour permettre un développement et une attractivité Bien sûr, bien harmonieuse sûr. de l'ensemble de Donc en gros, ce que je veux du dire, c'est qu'on ne système peut pas économique. reprocher à Dangote, entre guillemets, certaines choses, alors que, ne serait-ce que l'État dans lequel il vit, la gouvernance qui gouverne le pays, finalement, n'est pas irréprochable. Moi, je suis en train de dire que c'est un système qui permet ça, en fait. C'est un système qui alimente ce fonctionnement, et parfois où on a le chien qui se mord la queue, on marche un peu sur la tête. C'est pas tant de dire, regardez, le fonctionnement du gouvernement au Nigeria n'est pas exemplaire, donc ça permettrait de justifier. C'est juste de dire que la faiblesse des institutions
permet un certain nombre de flous, ça crée un flou. Un flou, oui. Ouais. Dont justement, donc on ne sait pas qui a raison. Oui, bien sûr. On arrive à ce type de conséquences. Si la situation surprend des gens, moi ça ne me surprend pas. Parce que lorsqu'on fait un investissement de cette taille, on a un certain nombre d'études et ça entre dans le contexte du risque politique. Et c'est un risque majeur. Donc, normalement, tous les grands groupes, en fait, intègrent ça. Et comment est-ce qu'on le mitige? C'est ça qu'il dit tantôt, qu'on le mitige en prenant en compte certains intérêts qu'on va forcément bousculer. Donc, en fait, la solution, c'est ça, en fait. Après, on comprend ce que vous dites, mais quand même, on revient sur Aliko Dangote, exactement. Est-ce que finalement, parce que là, on pointe du doigt, c'est défaillance, à savoir, il n'a pas fait ça, il n'a pas pris en compte cela. Oui, ok, mais il a quand même investi 20 milliards sur son continent pour pouvoir permettre l'autosuffisance en carburant pour ses frères et sœurs, entre guillemets. Donc, à un moment, il faut se dire, ok, il a peut-être pas... il a été défaillant sur certains points, mais qui sont les véritables coupables? Il le dit. Il y a des problèmes, il y a des ennemis internes, mais il y a aussi des ennemis externes. Et normalement, il aurait dû être protégé par son pays, par son État, à savoir... Attendez. Son pays le protège. Son pays le protège. Aujourd'hui, la pression, c'est pour qu'il fasse ce que je dis. C'est pour qu'il dise, ok, je lâche 35% du capital. Ok. C'est presque du chantage alors. C'est presque du chantage. Bien sûr, puisque les l'extorsion, le système capitaliste dont William décrivait là tout à l'heure, on revient là-dessus. Il y a l'extorsion du capital. Dans mon monde professionnel, il y a tellement de projets. Ça, ce n'est qu'un cas. Il y a tellement de cas. Ça fait partie de ce qu'on appelle le risque politique. Donc, il y a tellement de cas. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, en fait. C'est ce qui lui arrive. Il y a des projets qui ont été sabotés par des ONG. Qui viennent vous dire non, cette chose passe, on ne veut pas les bruits. Donc, ayant déjà investi, c'est pas 3, 4, 5 000, ils vous disent non, ça fait des bruits près de chez nous, ça chasse les oiseaux. Donc, il y a tellement de variétés de risques que celui-ci n'en est qu'un. Et lorsqu'on fait des projets d'envergure, il faut les prendre en compte. Sinon, on a les conséquences. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on est dans une posture qui est aussi un peu simple. Notre posture, elle est un peu plus confortable parce qu'on a une analyse qui est ex post. C'est-à-dire on analyse après les faits. Et c'est vrai que dans ce type de projet, des projets d'envergure, on fait une étude risque pays, risque politique. On fait l'ensemble de ces études-là. Qu'il a dû certainement faire. On n'en disconvient pas. Mais c'est vrai qu'à posteriori, on a une analyse qui est un peu plus confortable que de dire il aurait dû, il aurait fallu, la mitigation, etc. c'est ce qu'on ne voit pas en fait. C'est oui, comment elle est sauf que, encore une fois, j'ai l'humilité de dire que dans ce dossier-là, il y a une multitude de choses que je ne connais pas. Aussi simple que ça. On ne connaît pas. Que je ne maîtrise pas et que lui a probablement découvert à un certain niveau. Après, ça reste des hypothèses, mais que lui a probablement découvert à un certain niveau. Mais c'est vrai que si on reprend encore de la hauteur, le rôle des États, justement, c'est d'accompagner, de soutenir les investissements. Et c'est vrai qu'on parlait un peu plus tôt de protectionnisme. On a le protectionnisme des industries sénescentes, ça veut dire être en mesure de protéger l'ensemble de ce qu'on appelle le fleuron industriel d'un pays pour lui permettre le développement. Souvent, l'exemple qu'on brandit, c'est l'exemple de la Corée du Sud qui a dû d'abord protéger son économie pour être en mesure de faire face à la compétition internationale, pour être compétitive à l'échelle internationale. Donc, je pense que c'est un peu sous cet aspect-là, c'est quelles sont les dispositions, quelles sont l'ensemble des mesures que doivent prendre les États qui permettront finalement d'accompagner un Aliko Dangote comme une multitude d'autres. Je vais reprendre ses propos pour qu'on puisse avancer. Donc il le dit, il est dégoûté. Il est dégoûté. Il dit, c'est une pitié, une honte nationale pour nous, parce que nous essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Il insiste, il dit, elle est pire que la mafia de la drogue, insiste l'homme d'affaires. Donc, parce que dans la drogue, vous avez au moins une idée de qui vous combattez, mais dans le pétrole, vous ne savez pas ni à l'intérieur, ni à l'extérieur qui vous combattez. Donc, la dynamique, c'est-à-dire, il est dépassé. Nous pouvons avoir une double lecture, Aïssatou, sur notre discussion que nous avons sur la table. Soit on se dit, nous avons une discussion sur le fonctionnement du capitalisme dans le monde. Quels sont ses avantages et ses inconvénients. Soit on se dit que on a une autre grille de lecture, c'est que nous sommes des Africains. Nous avons besoin, comment dirais-je, de voir le développement ou l'industrialisation, vous allez appeler ça comme vous voulez, de notre continent. Si on est dans la posture, comment dirais-je, du capitalisme global, mondial, dans lequel, il a le droit d'aller chercher toutes les niches possibles, imaginables du monde entier pour tirer de la valeur, ok, ça c'est une discussion.
Là, on est dans une discussion que j'appellerais d'un spécialiste financier, un analyste financier. Oui, c'est son droit. Mais maintenant, moi, je dis que moi aussi, j'ai le droit, en tant qu'économiste, de m'intéresser au développement économique, les process qui font en sorte que, en prenant un État souverain dans le monde, cet État souverain-là a-t-il raison d'obéir obligatoirement, c'est-à-dire aux critères imposés par le capitalisme mondial? Bien sûr. Point d'interrogation. Effectivement, à chacun, on est d'accord. Si vous voulez, de On est presque au terme là-dessus. Exactement, on est presque au terme de cette émission, donc on va quand même reposer la question. La question, elle était claire. Bon, on a un petit peu dévié, encore une fois, désolé téléspectateurs. Donc, l'Afrique, on l'a dit, elle a besoin de créer des capitaines d'industrie. Malheureusement, c'est difficile parce que les États n'accompagnent pas suffisamment via des subventions. Déjà, est-ce que vous considérez que, oui, c'est normal, que l'État devrait accompagner via des subventions pour voir naître des champions sur le continent africain? Oui, les États-Unis le font, oui, la France... tout le monde le fait. L'Afrique ne le fait pas. Est-ce que c'est clairement un frein? C'est qu'en Afrique, bon, on discute souvent des choses ici, là, c'est-à-dire sur ce plateau-là. Quand on parle par exemple de la dynamique du franc CFA, les gens me disent assez souvent que... Après, on va aller droit au but, s'il vous plaît, on descend au terme de l'émission. On va jusqu'au... Non, il faut savoir expliquer les choses. Oui, mais le temps, il est limité. C'est-à-dire là-dessus, il faut faire comprendre les choses. J'entends bien. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on va me dire que oui, bon, il faut que l'État finance. Je prends seulement, c'est-à-dire dans la zone qui nous intéresse. Je ne veux pas rester dans les débats théoriques et tout ce qui s'ensuit. Je me dis tout simplement, je pose la question suivante. Vous avez quelqu'un, on nous dit que le franc CFA, on s'en fout, c'est votre monnaie, ainsi de suite. Bon, elle ne cause pas de monnaie puisqu'elle empêche des variations extérieures par rapport aux devises étrangères. Bon, d'accord, ok. Je pose seulement la question simple. Nous sommes assis sur ce plateau. Chacun, c'est-à-dire nous sommes des salariés. Il nous a bien décrit le salariat tout à l'heure, là, William. Nous sommes des salariés. Vous allez quelque part. Ça, c'est maintenant au niveau du pays. Allez-y. On vous donne votre salaire. Quelqu'un vient vous dire que, bon, ok, ton salaire qu'on te donne là, c'est-à-dire ce sont nos revenus, c'est-à-dire de notre balance commerciale, de tout ce que les États africains vendent à l'extérieur pour encaisser des devises. Donc, on arrive, on te dit que, bon, ok, quand cet argent arrive chez moi, je garde 60%, je te donne 40% pour aller nourrir ta famille, payer les études de tes enfants, faire tout ce que tu veux. C'est ça les réalités qu'on n'arrive pas à intégrer les Africains quand nous voulons faire du copier-coller. Donc, dites-moi comment est-ce que vous allez faire. Vous avez une maison à payer, votre salaire arrive, quelqu'un vous dit que moi je garde 60% de votre salaire, votre banquier vous le dit, je ne dis pas que chacun. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ça limite en tout cas les subventions, on a bien compris, merci pour la démonstration. Énormément de choses, c'est impossible rapidement, de pouvoir fonctionner. On peut citer un petit peu ce que pourrait éventuellement, comment on pourrait accompagner les États pour faire naître ces... Moi, pour faire simple, je pense que ce qui est important, c'est, comme on l'a dit, de protéger les industries respectives. Parce que c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup d'Afrique, mais on devrait parler des Afriques. Parce que l'Afrique, c'est pas un ensemble homogène. Il y a des pays avec des particularités. Encore une fois, on l'a vu avec le Nigeria, un pays qui dispose de matières premières et d'énergie en abondance. Il y en a d'autres qui en ont un peu moins. Donc, c'est important de faire ce distinguo et ensuite d'expliquer que... C'est la description physique, Williams. Je préfère que tu restes dans ta description sociétale. Parce que dans cette description physique, il y a des différences structurelles qui amènent nécessairement des solutions qui sont... On s'en fout de ça. Non, on s'en fout pas, ça, j'ai pas terminé. Son plus grand chantier, c'est l'unification de toutes les sciences. Non, c'est pas une mauvaise chose, mais le point de départ, c'est d'être en mesure de faire un constat qui est rigoureux. Et dans ce constat rigoureux, je peux pas faire l'impasse sur l'une des descriptions parce que l'une me plairait plus, etc. C'est pas comme ça. Donc, dans des structures de pays, pour être en mesure de savoir, parce que l'idée c'est ça, protéger une industrie, mais protéger quelle industrie? Pour quel pays? Une fois qu'on a posé ces questions-là, il convient de comprendre quel est le type de pays auquel on s'attaque. Et donc, à cet égard-là, il est important d'avoir, encore une fois, une protection et des investissements qui sont stratégiques. Par pays, si c'est stratégique, ça implique donc un constat et finalement une appréciation des forces, des faiblesses du pays pour identifier les opportunités, les menaces, peu importe. Est-ce que pour l'Afrique, vous considérez que les subventions vont permettre l'essor de ces champions? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les États africains vont subventionner, favoriser un transfert de technologie, créer des pôles d'innovation pour être en mesure d'aller dans une direction politique, créer aussi des zones qui seraient attractives pour les investisseurs et les investissements? Voilà ce qu'on appelle
protéger finalement une industrie. Et voilà ce qu'on appelle permettre le développement industriel de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire oui, il faut développer l'Afrique, oui, il faut protéger l'Afrique. Sans mettre en place des actions très claires. De quoi? Non, on met en place des actions claires, c'est-à-dire c'est la dynamique de départ dont moi je vous parle, William. C'est-à-dire là, vous rentrez maintenant, si vous voulez, sur les modalités, tel pays, quelles sont ses caractéristiques, on rentre là-dedans. On va finir avec vous, Yannick Fournier, s'il vous plaît, on va finir avec vous. Voilà. En fait, sur la question des subventions, je pense qu'elle est très... sur la question des subventions. Les subventions, oui, je pense que c'est une vision un peu étriquée de l'enjeu ou bien de l'environnement parce que il y a des pays où il y a beaucoup de subventions, mais sauf que la subvention doit venir trouver un cadre où l'entreprise peut s'épanouir, donc où le droit, la question du droit à la propriété est respectée, où le marché en soi est protégé. C'est-à-dire, je prends l'exemple, vous avez beau subventionner quelqu'un qui produit au Cameroun, mais s'il y a les APE, il ne sera jamais assez compétitif avec un Chinois. Donc la subvention peut être illimitée et vraiment être inopérant sur ce qu'on escompte comme boost économique. Donc la subvention, oui. Donc la priorité, c'est d'abord mettre en place un cadre, un environnement propice au développement des affaires. Et ensuite, on parlera des subventions. Non, en troisième lieu, d'abord le cadre de... Bon, ça peut être concomitant, c'est-à-dire à la fois la subvention et le protectionnisme, parce que tant qu'on vous a exposé à des mastodontes comme la Chine, vous ne pouvez pas faire compétition. Et puis quoi qu'il en soit, subvention s'il y a. Bien sûr, et renchérir le prix des biens, renchérir le prix des biens étrangers par les droits de douane, etc. Oui, voilà, on peut utiliser d'autres manières aussi. Il y a énormément de moyens pour la subvention. Je prends un exemple. Là, nous sommes au terme, vraiment, nous sommes au terme, on va être coupés. Je suis désolée. Nous sommes vraiment au terme de cette émission, c'était très intéressant. On va continuer, on va essayer de vous réunir pour un nouveau numéro concernant donc les capitaines d'industrie sur le continent africain. Merci à tous nos invités, merci. Donc on doit couper. À très bientôt, restez connectés, n'hésitez pas à partager et à parler de cette émission parce que tout simplement cette émission elle est faite pour vous. Allez, bye bye. Vox Africa. Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa.